Merci. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup aux organisatrices et aux organisateurs de cet événement de m'avoir invité à y participer, sachant que je ne suis pas du tout spécialiste du Brésil, mais aussi d'avoir organisé cet événement en tant que tel, qui était, à mon avis, ressenti comme un besoin par beaucoup d'entre nous, face notamment à la politique liberticide annoncée par le nouveau président du Brésil. Or, la protection des droits et libertés est ma spécialité. Et il se trouve donc justement que j'ai rédigé une thèse sur un système international de protection des droits et libertés auquel le Brésil est soumis, à savoir le système interaméricain de protection des droits de l'homme. Et on peut peut-être trouver là un des éléments de réponse apportés par le droit, puisque c'était un peu la question qui m'était posée, apportés donc par le droit aux violations des droits humains qui seront probablement commis et qui sont déjà en cours. Alors, néanmoins, on va le voir, si c'est un outil qui peut être pertinent, qui a des avantages, il a aussi des inconvénients, et j'en finirai sans doute par là. Alors, avant d'en arriver là, peut-être un petit point sur ce qu'est ce système. Alors là, on va rentrer dans le volet un peu technique. Il s'agit d'un système de protection des droits et libertés régionales, c'est-à-dire qui s'applique uniquement dans une région, l'Amérique latine pour faire court. Un système qui a été mis en place dans le cadre de l'OEA, l'Organisation des États américains, et qui ont élaboré une convention, la Convention américaine relative aux droits de l'homme, donc qui est là pour protéger les droits humains en Amérique latine. Elle a été signée par qui? Eh bien, par ces États de l'OEA, est ratifiée donc par plusieurs États, dont le Brésil, et elle met sur pied deux institutions, une commission des droits de l'homme qui siège à Washington, et une cour internationale, donc chargée aussi de vérifier, ou en tout cas de statuer sur des requêtes envoyées par des individus lorsque leur droit est violé par l'État. Alors cette cour, il faut peut-être le préciser, fait partie est un peu une exception en droit international, puisqu'on n'en a que 3 en droit international. On a la Cour européenne des droits de l'homme en Europe, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, donc en Afrique, et cette Cour interaméricaine en Amérique latine. Et on voit là qu'on a déjà un petit peu de chance, puisqu'on a une Cour en Amérique latine, donc spécifiquement chargée de protéger ses droits, auquel le Brésil est pleinement soumis, et une Cour qui pourrait donc être saisie par les individus en cas de violation de leurs droits et libertés. Et une Cour qui en plus présente de nombreux avantages, notamment quand on la compare avec d'autres cours et la Cour européenne des droits de l'homme, notamment et le plus important à mes yeux au regard de ce qui se passe ici aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le droit de dénonciation. Le droit de dénonciation, puisque en Europe, par exemple, seules les victimes d'un droit ont le droit de saisir cette cour, enfin la Cour européenne des droits de l'homme, les victimes ou les ayants droit. En Amérique latine, en revanche, ce droit est ouvert à toute personne qui a eu connaissance d'une violation des droits et libertés, ce qui signifie qu'une ONG, par exemple, ou un groupe de personnes a la possibilité de saisir cette cour au nom et pour le compte d'autres personnes, ce qui pourrait du coup donner des pistes ici, y compris donc une ONG qui pourrait agir à partir d'un autre État de la France aurait la possibilité de saisir cette cour à partir du moment où les droits sont violés au Brésil. Autre avantage, la Cour et la Commission ont la possibilité de prononcer ce qu'on appelle des mesures provisoires, c'est-à-dire de demander à l'État de cesser certains de ses actes en attendant que la décision soit prise. Et dernier avantage, le système de réparation est bien plus développé qu'en Europe par exemple, puisque la Cour ne se contente pas d'octroyer des dommages et intérêts aux victimes, mais elle prononce des mesures beaucoup plus générales, comme l'obligation par exemple de se livrer à des excuses publiques vis-à-vis de ses victimes, de publier dans les journaux de grande audience ses solutions lorsque elle condamne l'État concerné, mais aussi des mesures qui sont destinées à réparer des dommages subis par la société dans son ensemble, voire par des communautés de personnes qui se seraient retrouvées heurtées
par la commission d'un droit pourtant individuel. Alors il y a plusieurs exemples. Par exemple, la Cour a pu condamner les États à construire une école au nom d'une victime mineure, école qui porterait son nom. Voilà, alors tout ça on ne le retrouve pas en Europe, tout ça, ça a des avantages certains, mais le système interaméricain présente aussi et surtout un inconvénient fondamental qui rejoint en fait les limites du droit international, c'est que ce système, bien sûr, peut être dénoncé. Alors, avant d'en arriver là, le Brésil peut tenter de bloquer le système, comme il a déjà tenté de le faire d'ailleurs lors de l'adoption par la Commission interaméricaine d'une mesure provisoire lui demandant de cesser ses activités au moment de l'installation du barrage de Belo Monte. Brésil qui a alors retiré son ambassadeur à l'OEA, suspendu le paiement de sa cotisation annuelle, refusé de présenter un candidat à l'élection pour la commission, bref, des tentatives de pression sur le système en tant que tel. Mais il peut aller plus loin, il peut sortir du système, c'est ce qu'on appelle la dénonciation qui est prévue par la Convention américaine relative aux droits de l'homme elle-même, un article qui prévoit, enfin il y a un article 78 de la Convention qui prévoit que les États partis peuvent dénoncer la Convention à l'expiration d'un délai de 5 ans à partir de son entrée en vigueur, donc là c'est déjà écoulé, et moyennant un préavis d'1 an, ce qu'a fait par exemple le Venezuela en 2012. Alors si le Brésil prend cette décision, que restera-t-il comme voie de recours? Alors si on s'en tient au système interaméricain, il restera ce qu'on appelle la procédure consultative, qui est moins efficace puisqu'un simple avis consultatif n'a pas de valeur contraignante à l'égard de l'État. Néanmoins, il permet tout de même de faire en sorte que les juges constatent l'existence d'une violation d'un droit, et on peut s'en servir ensuite politiquement. Et il restera aussi une autre instance qui n'est pas une juridiction, qu'on appelle le Comité des droits de l'homme des Nations Unies, qui est là pour faire protéger une autre convention internationale, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Mais bon, il y a forte chance que si le Brésil dénonce la CEDH, il dénonce aussi ce pacte. Voilà, alors on voit bien ici les limites du droit, puisque sans volonté politique de la part des gouvernants de le rendre effectif, il leur suffit tout simplement de ne pas appliquer ce droit. Néanmoins, utiliser ces voies de recours a le mérite de porter au grand jour ces violations des droits humains. Et ces voies de recours peuvent être saisies par les citoyens, la société civile pour exercer une pression sur les gouvernants, et peut-être que les autres États aussi pourraient à terme exercer une telle pression pour faire cesser ces violations. Voilà pour quelques pistes de réflexion sur les voies de recours offertes par le droit international qui sont limitées mais existantes.